Et à 10h42, Nicolas Chéron, le stratégiste de CMC Markets, est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler matières premières avec vous dans un instant, du blé, du pétrole et même des devises, euro-dollar. Mais auparavant, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, que va-t-il se passer cet après-midi aux annonces de la BCE? Alors, il va se passer deux choses pour sûr. Un, le marché sera très volatile. Merci. Et de deux, pratiquement l'ensemble des compartiments vont, je pense, décaler. Voilà, c'est ma réponse. Dans quel sens? Non, plus sérieusement, la journée de la veille de la BCE et de la journée de la BCE, ce sont des journées d'attente. Ce sont des journées d'attente pour les économistes, pour les journalistes, pour les traders. Ce sont des journées qui sont généralement dangereuses. Cet après-midi, la BCE va très certainement être un peu plus accommodante qu'elle ne l'a été par le passé. Est-ce que le marché va digérer cela directement, en prendre note et partir à toute vitesse à la hausse, ou est-ce qu'au contraire, ça a été anticipé ces 15 derniers jours et auquel cas on pourrait avoir des prises de bénéfices? Est-ce que, alors que maintenant que tout le monde attend une baisse de taux plus une augmentation du QE, cette augmentation pourrait être moindre et donc décevoir les opérateurs qui prendraient des bénéfices appuyés? Voilà, ça c'est tous les scénarios qui s'offrent à nous. Il est inconcevable de savoir comment le marché va réagir. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est de bien écouter ce qui se dira cet après-midi. Attention à 13h45, il n'est pas dit que la BCE ne bouge pas ses taux, auquel cas on aurait un mouvement violent à 13h45 et un autre à 14h30. En tous les cas, ce sera une après-midi riche en enseignements et qui, je pense, nous donnera les clés pour pouvoir trader dans les semaines à venir. Et c'est ça l'important, plus que de choisir A ou B, si ça va monter ou si ça va baisser. Et oui, et le face-à-face entre les banques centrales va se poursuivre. Un premier épisode donc cet après-midi, le 3 décembre, et puis le deuxième épisode, ce sera la Fed, la Fed qui peut-être pourrait enfin relever ses taux, un resserrement monétaire enfin après des mois et des mois d'attente. Ça aura un principal impact, on va en parler tout de suite, c'est sur évidemment l'euro-dollar. Oui. Oui, ça aura un impact sur l'euro-dollar. Donc là aussi, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, il y a un consensus qui voit la parité. Vous demandez à n'importe qui, analyste, trader, etc. Il y a vraiment un consensus baissier fort sur l'euro-dollar qui vise la parité, voire en dessous. Moi, ce que je constate, c'est que depuis un mois, on anticipe et que la paire euro-dollar a déjà perdu 1000 points. Je me demande juste si, en fonction de l'annonce, s'il a vraiment encore 500 ou 1000 points à perdre, vous voyez. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, si Draghi est juste accommodant, mais un petit peu constater des prises de bénéfices sur l'euro, avec un retour des cours vers 1,07, 1,08, ça aussi, c'est pas un scénario inconcevable. Et donc, je pense qu'il faut garder toutes les possibilités en tête pour ne pas être étonné, voire violenté par ce que pourrait faire le marché. Et puis à vous dire vrai, si l'euro par exemple plutôt que de baisser devait monter à 1,08, ce serait peut-être une bonne nouvelle pour tous ceux qui voudraient vendre la paire sur rebond, puisque rebond il n'y en a pas eu depuis maintenant un mois. C'est vrai, c'est vrai que ça va vite pour l'euro-dollar. Et puis effectivement, quand il y a consensus en général, le consensus, on dit souvent tort, peut être pris à contre-pied. Il n'est pas dit qu'on casse pas les plus bas des 4 dernières séances, qu'on fasse une mèche de 100 points, puis qu'on en reprenne 300 à la sortie de la journée. C'est pas inconcevable, c'est déjà arrivé par le passé. Et on peut très bien reprendre 300 points avant d'en perdre 1000 dans les semaines qui viennent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette prudence qui doit être absolument de mise. Donc volatilité, vous nous le disiez en début d'émission, à suivre en tout cas. On va passer au pétrole, le WTI qui casse la barre des $40, chute assez violente hier. Jusqu'où peut-on aller? Quel est votre scénario sur le WTI, Nicolas? Alors, j'ai parlé du WTI déjà ces dernières séances sur TV Finance avec Aziz notamment, puisqu'on affectionnait jouer ou parler, plaider en tous les cas des rebonds sur les $43 au mois de septembre et au mois d'octobre. Depuis le mois de novembre, à cause des indicateurs techniques, de la tendance, des stocks de pétrole, de la non-action de l'OPEP, eh bien, il est légitime que la tendance baissière ait repris le pas et on n'a pas été aussi, à ma connaissance, sur le WTI depuis. Hier, il y avait les stocks qui sont sortis un peu supérieurs aux attentes, donc naturellement, on casse les $40.
la dernière chance pour qu'il se passe quelque chose sur le WTI et qu'on n'aille pas chercher les plus bas annuels du mois d'août à 37, c'est que l'OPEP tape du poing sur la table. Est-ce que l'Arabie Saoudite va mener un front au sein des pays producteurs de pétrole en disant on va réduire notre offre afin de faire une tension sur les prix, ou est-ce qu'il va y avoir tellement de dissensions que il n'y aura aucune décision de prise et il n'y aura pas de parole commune et donc il n'y aura pas de rebond technique du pétrole? Je ne sais pas. Ça se passera vendredi. Ce sera d'importance. Ce que j'ai tendance à dire aux investisseurs sur le pétrole, c'est que c'est quelque chose qui est propre graphiquement. C'est-à-dire que le jour où il fait un point bas et il est prêt à repartir à la hausse, on le voit généralement. Donc tant que c'est baissier, tant que c'est moche, laissons couler en quelque sorte. Le jour où on aura un beau rebond sur le pétrole et qui sera potentiellement un signal de retournement de court terme, je pense que ce jour-là, Aziz et moi serons sur le pont. Exactement. On dit un mot quand même de ce qui s'est passé hier. On a perdu 4 $ sur le baril, c'était extrêmement fort. La raison, c'est bien sûr les stocks de pétrole américains qui n'ont jamais été aussi hauts depuis 80 ans maintenant. Et évidemment, ça a affolé les compteurs. Du coup, dans la foulée, mais c'était hors marché, l'Arabie Saoudite, vous en parliez, a dit dans cette réunion de l'OPEP demain, où on pensait qu'il y aura un statu quo, eh bien peut-être qu'on va commencer à évoquer la réduction de la production. Donc réponse effectivement demain. Aziz, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas bon signe. Non, en dessous de 40, c'est pas bon signe. Et puis surtout, on n'a pas de réel signe de reprise pour l'instant. On se reprend aujourd'hui, mais on reste sous les 40 $. Ça pourrait correspondre à un pullback avant de retomber plus bas. Donc graphiquement parlant, la configuration est un peu plus baissière qu'elle ne pourrait être neutre ou haussière pour l'instant. On va attendre quand même demain, puisqu'on ne voudra pas être pris à contre-pied par une annonce surprise de l'OPEP. Mais c'est vrai que la tendance baissière, la pression baissière, et là, elle continue à être exercée et on le voit bien avec la rupture des 40 $. Ouais, c'est le scénario de toute façon de l'Arabie Saoudite. Le bras de fer continue entre évidemment les pays producteurs de l'OPEP, dont certains souffrent évidemment, et les États-Unis. On termine avec une autre matière première, Nicolas, si vous le voulez bien. Le blé, de retour sur un seuil majeur. Oui, effectivement, donc le blé qui est très volatile, qui avait profité du phénomène El Niño donc cet été. Le blé est relativement propre graphiquement comme de nombreuses matières premières agricoles, mais en données hebdomadaires. Donc là, c'est un graphique sur 2 ans que vous voyez. Vous voyez l'oblique haute qui passe par le haut des cours et qui à chaque fois a bloqué les acheteurs. Donc c'est quand même relativement propre. Vous voyez aussi la propreté avec laquelle le support des 450 a toujours été sauvegardé. Donc, on s'en approche, 465, ça veut dire qu'on peut... comme d'habitude dans votre émission, 1, je vous envoie un graphique vous expliquant qu'on arrive sur le support. 2, une fois qu'on aura la réaction positive sur le support, on la mettra en avant. Et 3, on définira les objectifs aussi une fois qu'une réaction positive aura lieu, si tel devait être le cas. C'est ainsi, je pense, qu'un trader doit screener les marchés, trouver des actifs, définir des seuils clés, attendre les réactions sur ces seuils-là et ensuite potentiellement prendre position. Voilà, on a le mode d'emploi made in Nicolas Chéron. Merci Nicolas, le stratégiste de CMC Market. C'est évidemment tous ces produits, que ce soit le blé, l'euro-dollar ou WTI, vous pouvez évidemment les traiter sur les CFD, les contrats financiers pour différence. Dans un instant, la suite, on va s'intéresser aux positions de Vega Trader, de nouveau avec Hervé Lambert. À tout de suite.